Somnifère, le podcast. Somnifère, c'est un podcast en 2 parties. D'abord une courte séance de relaxation conçue pour vous préparer au sommeil, suivie d'une histoire à dormir debout qui vous fera tomber dans les bras de Morphée. Disponible à l'écoute chaque soir, dès 19h, sauf les vendredis et samedis soirs. Si vous aimez ce podcast, merci de le noter sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. Pour toute question ou suggestion, envoyez un mail à l'adresse morphée@somnifèrelepodcast.com. Bonne écoute et bonne nuit. Installez-vous confortablement et fermez les yeux. Votre programme du soir va commencer. Bonsoir à tous, nous sommes le jeudi 25 février et Somnifère vous raconte ce soir la suite de La Fortune de Monsieur Fouque, une nouvelle de Maurice Leblanc que nous avons entamée dans le podcast d'hier soir. Nous en étions au passage où Monsieur Fouque se rend au lieu de rendez-vous indiqué dans la lettre anonyme et s'apprête à assister au pire. Je vous souhaite une excellente nuit et maintenant place à notre séance de relaxation. La séance de relaxation. Installez-vous confortablement, prenez une lente et profonde inspiration et expirez. Observez votre corps pendant quelques instants et tentez de localiser la partie de votre corps qui semble la plus détendue. Voyez comment vous pouvez laisser cette sensation de détente augmenter, grandir, se répandre, comme si vos muscles fondaient, se ramollissaient. Nous allons maintenant commencer notre séance de visualisation. Souvenez-vous que le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel ou imaginaire, que la réalité visuelle et l'imagination stimulent les mêmes zones du cerveau. Imaginez que vous êtes dehors au crépuscule, il fait encore clair, mais le soleil s'est couché sous l'horizon. La température est idéale et vous êtes dans un endroit que vous trouvez agréable. Peut-être que vous êtes dans une ferme, ou dans les montagnes, ou dans une prairie. Imaginez un endroit calme, paisible, et où vous vous sentez en sécurité, un endroit parfait pour observer le ciel étoilé la nuit. Vous êtes peut-être assis sur une chaise ou allongé sur une couverture. Votre position vous permet d'admirer le ciel et ses innombrables étoiles. Prenez une grande inspiration par le nez et expirez par la bouche à votre rythme. Observez l'herbe autour de vous et son odeur caractéristique et apaisante. Peut-être y a-t-il autour de vous des arbres, des rochers, peut-être simplement de grandes plaines ouvertes. Imaginez cette scène agréable et sentez-vous vous détendre, tout simplement profiter de cette solitude. Le ciel s'assombrit progressivement. Observez sa couleur indigo qui devient progressivement plus sombre. À l'horizon, le ciel est plus clair avec des reflets rouges et oranges qui disparaîtront progressivement. Notez comme il est agréable de regarder le ciel s'assombrir, comme quand nous étions enfants, émerveillés par les curiosités de la nature, sa beauté et son mystère. L'air autour de vous est immobile. Au loin, vous pouvez peut-être entendre le chant des grillons.
L'air se rafraîchit légèrement à mesure que la nuit tombe. Vos yeux s'adaptent lentement à l'obscurité alors que vous regardez le ciel au-dessus de vous qui s'étend dans l'immensité. Le ciel devient de plus en plus sombre et vous pouvez voir les premières étoiles apparaître. D'abord une étoile, puis une autre, et une autre encore, qui scintillent, brillent comme de minuscules diamants. En regardant le ciel s'assombrir, vous pouvez voir de plus en plus d'étoiles apparaître. Détendez-vous et profitez du spectacle. Regardez la nuit placer son décor. Le ciel est encore plus sombre maintenant. Il est devenu noir, avec seulement un léger soupçon de lumière à l'horizon. Le ciel est exceptionnellement clair, vous ne voyez aucun nuage nulle part. Il y a de nombreuses étoiles visibles à présent. Le ciel semble avoir été comme saupoudré par une salière pleine de cristaux de sel étincelants. Certaines étoiles sont brillantes, lumineuses. D'autres sont de minuscules petits points que vous pouvez à peine apercevoir. Prenez une grande inspiration lente et profonde et expirez. La nuit est complètement tombée désormais. Ici, loin des lumières de la ville, les étoiles sont incroyablement brillantes. Le ciel est tellement rempli de tant d'étoiles que vous ne pourriez même pas les compter. Notez comme l'odeur de la nuit est agréable et vous donne de plus en plus sommeil. Le ciel étoilé est immense, tellement vaste qu'il est difficile d'appréhender sa taille réelle, si tant est qu'il en est une. Tentez de reconnaître les constellations, comme lorsque vous étiez enfant. Peut-être pouvez-vous voir la grande ours, la petite ours, Hercule, Bouvier, ou peut-être votre propre constellation. Admirez le ciel étoilé et laissez monter en vous ce sentiment de paix et de sérénité. À présent, alors que vous regardez le ciel étoilé, concentrez simplement votre attention sur votre respiration et sur l'air qui entre et sort de vos narines. Vous êtes calme et détendu. L'histoire du soir. J'attendais quoi? Je ne saurais dire. J'étais sûr que personne ne viendrait. En face, de l'autre côté de la clairière, s'élevait une espèce de cabane, une cabane de berger. Tout près d'elle, un âne broutait. Il faisait très chaud, je m'assoupissais, lorsque j'entendis un bruit de pas. Je prêtai l'oreille, les pas s'approchèrent, une femme se dirigea vers la cahute, entr'ouvrit la porte et disparut. Je l'avais reconnue,
c'était ma femme. Monsieur Fouque lança cette phrase crânement et s'interrompit. En parlant, il s'était animé peu à peu, avait redressé sa taille et retrouvé son aplomb. Il ne bégayait plus. La certitude de son succès lui donnait même de l'éloquence. Il poursuivit. « Oui, ma femme, Madame Fouque. J'eus envie de courir à elle, de la renverser, de la fouler aux pieds, mais ainsi son complice m'échappait et c'est lui surtout qu'il me fallait. Je comprimai mon front prêt à éclater. Voyons, me dis-je du sang-froid, conservons notre empire sur nous. Et j'eus l'affreux courage de ne pas bouger. J'attendis un quart d'heure, une demi-heure, personne. Tout à coup, une idée horrible me frappa. Qui sait s'il n'était pas entré déjà, lui? J'eus peur de devenir fou. Je dus encore rassembler toute mon énergie, me raisonner, étouffer la colère qui bouillonnait en moi. Après tout, je pouvais me tromper. Alors, je contournai la clairière, me faufilant d'arbre en arbre. Je gagnai l'autre côté, 5 ou 6 mètres seulement me séparaient de la cabane. Cependant, je ne perçus que le bruit irrégulier des mâchoires de l'âne. Je me glissai, je rampai et je finis par distinguer un murmure confus. Il n'y avait plus de doute. Monsieur Fouque se tut, estimant une courte pause indispensable en cet endroit à l'intérêt de son récit. Puis il continua. Mon premier mouvement, je l'avoue, fut de briser tout, de massacrer les coupables. Et puis quoi, me dis-je, si ce ne sont pas eux, si ce n'est pas ma femme? 2 femmes peuvent avoir la même toilette, la même tournure, la même démarche. À une certaine distance, une erreur est possible. Donc, je devais d'abord vérifier mes soupçons. J'examinai la cabane. Il n'y avait qu'une fenêtre étroite qui s'ouvrait à une hauteur de 6 ou 7 pieds. Autour de moi, rien, pas de grosses pierres, pas de bûches. Que faire? Longtemps, je me creusai le cerveau inutilement. Enfin, je découvris un moyen. Doucement, j'arrachai de l'herbe et je la présentai à l'âne. Il s'avança, renifla à plusieurs reprises et en happa quelques brins. Je renouvelai l'expérience, l'attirant, m'efforçant de le ranger le long de la cabane. J'y réussis. Alors, j'amoncelai de l'herbe devant lui. Puis pendant qu'il la mangeait, je l'escaladai prudemment avec précaution et m'aidant de sa crinière, je me hissai à genoux sur son dos jusqu'à la fenêtre et je vis ma femme et Ferrand. Une 3e fois, M. Fouque s'arrêta. Il promena sur les assistants un regard circulaire. Toutes les figures étaient empreintes d'une curiosité ardente qu'il se plut à tenir en suspens. Il sentit qu'il possédait son auditoire, qu'il l'avait bien en main, qu'il pouvait le mener à sa guise. Eh bien, réclamait-on, allez, racontez la suite. Ses traits se dilatèrent. Un contentement indicible se trahissait dans tout son être, dans ses joues épanouies, dans la mimique de ses petits bras qui s'agitaient joyeusement. Il reprit nonchalamment. Que vous dirais-je de plus? Comment vous décrire mon indignation? Seuls ceux d'entre vous qui ont passé par là me comprendront. Et puis, est-ce que je me rappelle, moi? Il y a de ces minutes d'égarement qui ne laissent aucune trace. Ce que je puis affirmer, c'est que je laissais couvert d'invectives, que j'ai cogné contre la porte à coups redoublés, que j'ai tenté de démolir la cabane. Et puis quoi? J'eus un éclair de lucidité, je me suis figuré la lutte qui s'ensuivrait. Les 2 corps roulant par terre, une bataille de gens du peuple, de voyous. Était-ce digne de moi, de ma position et de mon âge? Alors, je m'en allai. Monsieur Fouque habitait à l'extrémité de Caudebec une maison carrée et solide située entre la Seine et la route de Rouen. D'ordinaire, il s'y rendait en 10 minutes, montre en main. Ce jour-là, il lui en fallut davantage.
Il marchait lentement, le corps songeur. Chacun de ses pas paraissait le résultat d'une réflexion. Ses traits anxieux dénotaient l'émotion que l'on doit éprouver aux minutes critiques de la vie. Il ne remarqua pas les passants qui le croisèrent, oublia de déplorer le mauvais état du chemin et même ne répondit pas au salut d'un paysan. À quelques mètres de la porte, il prépara son trousseau de clés, puis il se redressa, prit une contenance décidée, une figure énergique et froide, et l'aspect implacable d'un justicier, il entra. Le vestibule était large et obscur. Au fond se trouvait la salle à manger, à droite un salon, et à gauche une lingerie. Monsieur Fouque déposait sa canne et son chapeau, lorsque Madame Fouque se précipita vers lui et lui présenta son front. Il la repoussa doucement, mais fermement, et lui dit d'une voix sèche : « Le dîner est-il prêt ?» Elle répliqua : « Oui, mon ami. » En effet, le potage fumait déjà sur la table, et ils s'assirent l'un en face de l'autre. Par les fenêtres pénétrait une gaieté tranquille. Le repas fut long, copieux et solennel. Après la soupe, on servit du poisson, puis du poulet, du foie gras et de la salade. Monsieur Fouque avait faim et mangeait de bon appétit. Julie, d'abord tremblante, se rassurait peu à peu, et plusieurs fois elle entama la conversation d'un ton engageant. Mais son mari semblait ne point l'entendre. Il épluchait soigneusement une aile de volaille ou nettoyait la terrine de pâté. Il avalait les bouchées sans hâte, avec respect, d'un mouvement continu et régulier. Son courroux se dissipait, il savait gré à sa femme de ce menu composé de ses plats favoris. Parfois, pour se reposer, il se renversait sur sa chaise, se balançait, et si ses yeux rencontraient ceux de Julie, il se composait une expression dure et impitoyable. Rougissante, elle détournait la tête et lui se calmait subitement. Soudain, Victorine la bonne apporta triomphalement un plat surmonté d'une cloche en argent. Elle ôta le couvercle. Le regard de monsieur Fouque s'enflamma. Au milieu d'une crème de café, bien claire, nageaient blancs et floconneux des œufs à la neige. Ses mets préférés, un mets qui n'apparaissait qu'aux jours de fête et aux anniversaires. Il en emplit son assiette et même en redemanda. Cette attention le touchait, et reconnaissant, il eut envie de remercier sa femme. Mais une autre surprise survint qui l'en empêcha. C'était, dans un panier étroit et de forme allongée, une demi-bouteille de Bourgogne, sale, moisie, poussiéreuse, avec une étiquette en lambeaux où l'on déchiffrait « Pontet Canet ». Il en possédait ainsi au temps de son mariage une douzaine. Depuis, il n'en avait bu que 2, sa femme gardant les clés de la cave. Et ce fut pour lui une joie profonde de déboucher cette bouteille, de glisser le panier jusqu'à son verre, puis de saisir son verre plein, de le réchauffer entre ses mains croisées, de le lever, de le pencher et d'admirer le liquide aux reflets rubis rouges et sombres. Ensuite, il l'approcha de ses lèvres et le dégusta à gorgées espacées, en ouvrant largement les narines et en faisant claquer sa langue contre son palais. Sa femme l'examinait et souriait en elle d'un sourire qui éclairait son visage, sans l'altérer, sans plisser la bouche, sans déranger les joues ni le menton. Cependant, M. Fouque regrettait d'être seul à savourer ce Pontet Canet, et le désir le prenait d'en offrir à Julie. Il n'osait pas embarrasser. Enfin, il murmura : « En veux-tu » et elle accepta et tendit son verre. Alors il vida la bouteille et tous deux burent ensemble. Quand ils eurent fini, il soupira. « Fameux vin » et elle ajouta « délicieux ». Ils se turent, la bonne versa le café, tira d'une armoire les flacons de cognac et de liqueur, et sur l'ordre de madame présenta à monsieur la boîte de cigares que Julie réservait aux invités. La nuit arrivée, dans l'ombre les bruits se précisèrent. On entendit le saut d'un poisson, puis des bruits lointains que transmettait le fleuve sonore, des aboiements, le trot d'un cheval,
des appels d'une rive à l'autre. Monsieur Fouque rêvassé, engourdi, la chair satisfaite, le cerveau trouble. Un bien-être amollissait ses membres. Ses paupières papillotaient. Il ne se souvenait pas d'un dîner aussi fin, aussi succulent. La bonne, qui commençait de desservir, secoua sa torpeur. Il quitta la table et se dirigea vers la fenêtre. La fraîcheur de la soirée acheva de le réveiller. Il observa Julie et il sentit que l'explication ne pouvait tarder davantage. « Victorine, laissez-nous s'il vous plaît. » Puis il médita sur la ligne de conduite qu'il devait adopter. Mais ne sachant à quoi se résoudre, il pensa qu'il serait toujours d'un bon effet de ne pas tutoyer sa femme. Et il débuta gravement. « Après ce qui s'est passé tantôt, madame, vous comprenez qu'un entretien est nécessaire entre nous. Je ne qualifierai pas votre action, les mots me manqueraient pour vous peindre mon mépris. Vous avez souillé mon nom et taché de boue mon honneur. Tout le monde connaît déjà votre infamie, donc j'ai le droit de vous punir et je vous pourrai dénoncer à la justice. J'ai préféré autre chose. » Il s'arrêta, cherchant cette autre vengeance dont il la menaçait. Julie écoutait inquiète et ce ton sévère la déconcertait. Il reprit. « Voilà, à partir d'aujourd'hui, il n'y aura plus de rapport entre nous. En public, nous agirons comme autrefois, mais dans l'intimité, je vous défends de m'adresser la parole. En outre, pour couper court à vos relations avec cet individu, vous garderez la maison pendant une quinzaine de jours, et je vous avertis que je vous surveillerai de près. Ainsi, dès ce soir, faites préparer un lit dans la chambre bleue. » Elle répondit simplement. « Bien, mon ami. » Cette soumission le flatta. Il choisit un second cigare, l'alluma et sortit. Jusqu'à minuit, juché sur le billard, les jambes ballantes, un carafon de martel à sa portée, M. Fouque pérora. Autour de lui, ses collègues entassés consommaient l'oreille tendue. De tous les côtés, les questions l'assaillaient. « Eh bien, monsieur Fouque, votre femme ?»« Ma femme, elle n'en mène pas large. Du reste, je ne lui ai pas mâché mon opinion. » »« A-t-elle avoué ?»« Avoué ? Mais puisque je l'avais pincée. » Quand on eut épuisé les questions au sujet de cette entrevue, on exigea de M. Fouque qu'il recommençât le récit de sa promenade au carrefour des Ormes. Et très lancé, il la bredouilla à petites phrases gaies comme une aventure drôle arrivée à l'un de ses amis. L'épisode de l'âne le divertissait particulièrement, et il le raconta à plusieurs reprises en employant les mêmes termes. Alors, j'arrachai de l'herbe, l'âne se rangea contre la cabane, et m'aidant de sa crinière, je me hissai sur lui. Comme cela, voyez-vous. Il mimait la scène avec ses jambes et ses bras d'enfant, présentait son mouchoir en guise d'herbe à un âne imaginaire, puis escaladait le billard et à genoux, tournant le dos aux assistants, il continuait. La fenêtre était là, à ma hauteur, comme la suspension. Alors, je n'eus qu'à guigner et je les vis au milieu des bottes de foin. Il penchait la tête par-dessus la barre qui rejoignait les deux lampes. Sa figure se contractait et il poussait un cri rauque comme s'il eût aperçu les deux coupables étendus entre le billard et le mur opposé. Dans la salle grondait un roulement de joie ininterrompu que dominait ainsi qu'une fanfare stridente des cris nerveux et des explosions de rire. Le père Ruffo surtout, un gros cultivateur des environs, trépignait. Il se frappait les cuisses à grands coups et sanglotait les larmes aux yeux. Alors, j'arrachai de l'herbe, l'âne se rangea et je grimpai. Cette phrase l'amusait outre mesure, et la scandant avec des gorgées de cognac, il la répétait indéfiniment. Le temps passa, et le chagrin de sa femme le chagrina à son tour. La mine contrite de Julie pendant les repas, son silence obstiné contrariait sa digestion. Il souhaitait une figure plus réjouie, une conversation soutenue, de l'entrain.
et attendri par la bonne chère, par les vins capiteux, il refoulait à grande peine l'envie de la coucher sur ses genoux et de l'embrasser. Peu romanesque, Madame Fouque avait succombé sans l'excuse d'une passion, sans entraînement des sens. Dans quelques volumes dépareillés de Balzac, le seul auteur qu'elle possédât, elle avait depuis longtemps puisé cette conviction qu'une femme subit vers sa 30e année une crise fatale. À cet âge, toutes les héroïnes de Balzac sont poussées vers l'abîme. Pendant 10 ans, elle attendit sa crise. Elle l'attendit tranquillement, y pensant peu, comme à un événement lointain qui la laissait indifférente. Elle atteignit la trentaine sans que rien ne troublât son existence. Étonnée, elle chercha autour d'elle instinctivement. C'est alors que Ferrand s'établit à Caudebec comme représentant d'une maison de vin. Monsieur Fouque fit sa connaissance au cercle, l'accapara et l'emmena chez sa femme. Le jeune homme causa littérature et amour. Elle constata la similitude de leurs goûts et de leurs préférences. Il vénérait Balzac, ce fut une révélation, elle avait enfin rencontré l'âme sœur. Elle se livra simplement, cela ne lui procura ni joie ni douleur, elle n'eut pas l'immense bonheur de l'amante, elle ne joua pas non plus la scène de désespoir de l'épouse coupable. La découverte de sa trahison et la façon dont se termina l'aventure la désillusionnèrent. Elle se rappela l'étreinte interrompue brusquement, les hurlements de M. Fouque, l'effroi comique de Ferrand, qui tremblait, le visage blafard, sans oser répondre, sans même desserrer les bras. Elle conçut des doutes sur la véracité de Balzac. Les choses ne s'accomplissent pas aussi banalement dans la comédie humaine. Puis son mari lui en imposait. Elle ne lui savait pas cette fermeté implacable. La manière avec laquelle il lui imposa son amante et sa maîtresse lui inspirèrent une certaine admiration mêlée de dépit. Elle se promit de le reconquérir. Chaque jour maintenant, elle allait le prendre à son bureau et ils revenaient ensemble, rendaient des visites, achetaient leurs provisions. Afin qu'on fût témoin de leur bon accord, c'était la seule promenade qu'il autorisa à sa femme, et elle se conformait à sa volonté sans murmurer. Au fond, il éprouvait de l'orgueil à la montrer auprès de lui. Il exhibait en elle la preuve de sa magnanimité. Il s'admirait dans l'objet de sa clémence. Et puis, un raisonnement s'effectuait en son esprit. Pour que Julie l'eût trahi, il fallait qu'un autre eût été séduit par sa beauté, par sa distinction, par ses formes. Cette vérité indéniable chatouilla son amour-propre et augmenta le charme qu'il trouvait à Madame Fouque. Le visage de sa femme lui parut plus expressif, ce corps que d'autres bras avaient enlacé, il l'en désira davantage. Son estime pour elle s'accrut de la passion qu'elle avait inspirée. Certes, pensait-il, il y a bien des épouses qui demeurent fidèles à leur mari, mais à celle-là, il manque ce je ne sais quoi qui attire les hommes. Celles vers qui vont les hommages ont la grâce, l'élégance, la majesté, l'harmonie dans les proportions, toutes qualités que Julie réunissait au plus haut point. Cela lui constituait sur ces messieurs une supériorité qu'il ne dédaignait pas. Et peu à peu, une gêne délicieuse s'établit entre les deux époux. Il existait dans leur rapport comme une coquetterie de jeunes amoureux qui se courtisent inconsciemment. Sous le regard de M. Fouque, Julie se troublait, rougissait, minaudait, avec des timidités et des gentillesses enfantines. S'il entrait dans sa chambre, elle se couvrait effarouchée, envahie d'une pudeur de vierge. Lui, il avait de ces attentions délicates qui touchent le cœur d'une femme. Au chant, il composait des bouquets en choisissant les fleurs qu'elle préférait, les marguerites et les coquelicots. De Rouen, où ses affaires l'avaient appelé, il lui rapporta une bague qu'elle convoitait depuis longtemps. Mais leurs joies les plus douces prenaient la lune comme témoin. Ils s'en allaient le long de la Seine, serrés tendrement l'un contre l'autre, silencieux comme des ombres. Puis ils s'asseyaient sur la berge, les pieds pendant au-dessus des roseaux, et ils rêvaient. Parfois,
M. Fouque, assailli de réminiscences mythologiques, invoquait la blonde Phibé, suppliait les nymphes et les sirènes de surgir du sein des ondes, et le soir, quand ils se quittaient au seuil de la chambre conjugale, leurs mains s'étreignaient avec découragement, et une mélancolie douloureuse emplissait leurs regards. M. Fouque avait enfin réalisé tous ses rêves. Il possédait au dehors une réelle influence qui s'exerçait même dans les conseils départementaux. Partout, on l'écoutait, on le consultait. Il donna de l'extension à ses affaires particulières, augmenta le nombre de ses ouvriers, fut chargé de construire toutes les nouvelles écoles du canton et doubla le chiffre de sa fortune par des opérations habiles et une activité dévorante. Cette réussite continue, tous le respectaient. On oublia peu à peu l'origine de son bonheur et l'on fermait la bouche aux envieux qui osaient encore parler de Fouque le cocu. Quant à lui, s'il venait dans ses entretiens avec sa femme à évoquer l'aventure qui avait bouleversé sa vie, il en causait sans honte et sans amertume. Elle non plus n'en rougissait pas. Dès le début, elle lui avait montré les causes de son erreur, lui expliquant la théorie de Balzac sur l'âge critique où les femmes succombent fatalement. Et il n'avait pas hésité à l'absoudre. « Lorsque tu as commis ton erreur, répétait-il. Un soir, à ce propos, un désaccord s'éleva entre eux. Il s'agissait d'un événement quelconque dont il recherchait la date. « Voyons, réfléchissons, » s'écria M. Fouque. « Tu m'as fait cocu en telle année au mois de juillet. »« Mais non, Fouque, au mois d'août, » répliqua-t-elle. « J'en réponds. »« Non, au mois de juillet, je le sais mieux que toi. »« Allons donc, je t'affirme que je t'ai trompé au mois d'août. » Ils se disputèrent longtemps, aucun des deux ne voulant céder. Enfin, impatienté, désespérant de convaincre sa femme, M. Fouque conclut d'un ton naturel. « Écoute, c'est bien simple, nous demanderons à Ferrand. » Bonne nuit. Bonne nuit.